protéines de lait de vache, mais dans ce cas transitoire. Pourquoi? Parce que le rota, il peut entraîner un trouble de la perméabilité intestinale et donc il va livrer passage, il va offrir donc le passage à des molécules qui peuvent devenir allergisantes, notamment les molécules des protéines du lait de vache. Donc c'est pour ça que dans les gastro-entérites sévères, en l'occurrence chez un jeune nourrisson, s'il n'est pas allaité au sein exclusivement, on peut proposer des formules de régime pour parer à ces troubles-là durant cette période de transition. Donc, ça, c'est les aspects cliniques, mais dans tous les cas, qu'ils soient d'origine bactérienne ou d'origine virale, j'ai vu virale, c'est la plus fréquente et beaucoup plus le rota, c'est les vomissements importants, c'est la diarrhée liquidienne, mais les bactériennes sont le mécanisme entérotoxinogène ou entéro-invasif. On peut avoir une diarrhée aqueuse, similaire à celle observée au cours de l'infection à rota, ou bien une diarrhée glairo-sanglante avec fièvre, et ça, c'est ce qu'on appelle le mécanisme invasif. De toute façon, quelle que soit l'étiologie, virale, bactérienne, entérotoxinogène, etc., on a tendance, en ambulatoire, et c'est ce qui vous intéresse, à demander peu d'examens complémentaires. Parce que parfois, l'épisode est tellement éphémère que le temps que va prendre l'examen complémentaire est beaucoup plus long que l'épisode lui-même. C'est pour ça qu'on est amené souvent de façon empirique à traiter. Et on a besoin de ça. De quel traitement s'agit-il? Qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Et deuxième chose, quelle que soit l'étiologie, il faut procéder à la prescription des sels de réhydratation orale pour éviter la complication redoutable qui est la déshydratation. Et surtout chez le nourrisson, il ne faut pas tomber dans les idées reçues, c'est-à-dire régime sans ça, sans A, sans B, etc. Non, il faut garder une alimentation tout à fait normale parce que le risque de dénutrition est énorme. Il ne faut pas faire des restrictions chez le nourrisson. Bien sûr, j'ai dit que le traitement de base, c'est la prescription des sels de réhydratation orale. Ces sels, depuis tout à l'heure, on en parle, et c'est une connaissance très ancienne. Il y avait un regain d'intérêt en 1960, mais beaucoup plus en 1978, suite à la publication d'un article dans le Lancet. Cet article, il a été intitulé « L'eau et le sel miracle du siècle ». C'est-à-dire qu'ils ont prouvé par cet article-là qu'on peut prévenir la déshydratation et traiter la diarrhée rien qu'avec l'eau et les sels. C'est les sels de réhydratation. Et depuis, il y avait l'OMS qui s'est accaparé de l'idée et bien sûr, généralisation dans le monde entier. Et au début, il y avait une petite réticence, mais après, c'est devenu quelque chose de routinier en matière de gastro-entérite. Donc les bases scientifiques sur lesquelles les scientifiques se sont basés à l'époque, c'est à partir de l'expérience choléra. Ils ont constaté qu'au cours du choléra, l'intestin, il garde malgré tout un certain degré de réabsorption. Donc ils se sont dit, en dépit de cette gastro-entérite, quelle que soit sa gravité, il y a un certain degré d'absorption, donc pourquoi pas ne pas donner l'eau et les sels pour éviter la déshydratation. Et depuis, bien entendu, l'OMS qui a pris l'idée est là. Alors pourquoi depuis tout à l'heure on parle de cette déshydratation chez le nourrisson? Parce qu'il y a des particularités. Il y a des particularités, il y a beaucoup de pertes hydroélectrolytiques et une déshydratation chez le nourrisson à l'occasion d'une diarrhée aiguë. Cette diarrhée, parce qu'elle est sécrétoire, elle est d'origine virale, elle est sécrétoire, donc une perte d'eau et de sodium, c'est ce qui justifie la thérapie orale. Pourquoi le nourrisson est aussi particulier? C'est tout simplement, il y a un risque accru de DHA accru chez le nourrisson, parce que les besoins sont élevés du nourrisson. D'ailleurs, rappelez-vous, l'alimentation du bébé durant les 6 premiers mois, c'est essentiellement liquide, c'est le lait, c'est 98% donc de liquide, donc il y a un besoin élevé. Il y a un renouvellement rapide pour une immaturité rénale, donc le rein n'est pas encore au point, et il y a une dépendance donc dans l'entourage. C'est pour ça que ce nourrisson, il paye donc le lourd tribut en matière de déshydratation. Alors, ceci émane de certaines particularités du nourrisson. Si vous voyez sur ça, vous voyez qu'avec l'âge, il y a le secteur, au début, c'est le secteur extracellulaire qui l'emporte sur le secteur intracellulaire. Et chez le nourrisson,
le secteur extracellulaire il est très important. C'est pour ça qu'il y a un risque de déshydratation rapidement constitué dans ce cas-là. Ce n'est pas comme chez l'adulte où il y a autant de secteurs intracellulaires qu'extracellulaires. Donc, cette déshydratation, elle peut être d'ordre légère, elle peut être modérée, comme elle peut être sévère. Et ça, ce tableau, vous le connaissez, hein, la modérée, miction réduite, légère soif, avec une fréquence cardiaque élevée. Pour une modérée, c'est des mictions réduites, soif, mais le pli cutané muqueux, donc il y a une fonte antérieure, la fontanelle antérieure, elle est déprimée, donc c'est des signes d'une déshydratation modérée. Et puis enfin, il y a la déshydratation sévère, et là, en plus des autres signes, il n'y a plus de miction, la soif elle est intense, il y a la tachycardie, mais il y a des extrémités froides, on peut avoir même une hypotension, voire même un coma. C'est pour ça qu'il ne faut pas arriver là, il faut prévenir cette déshydratation par l'administration des sels de réhydratation orale par voie orale. Il faut s'accrocher. Donc, une réhydratation par quelle voie? Alors, on préconise souvent la voie orale parce que la voie orale, elle est économique et elle est prête à l'emploi et il peut donc convenir avec tous les types de DHA. Elle implique la famille et elle est rapide. Donc, il faut s'entêter et encourager, coûte que coûte, la réhydratation par voie orale. Par contre, s'il est impossible, notamment au cours d'une gastroentérite à rota, avec des vomissements importants qui empêchent la réhydratation orale, à ce moment-là, on peut proposer une réhydratation par sonde nasogastrique. Chaque fois que l'oral est impossible, chaque fois qu'il y a des effets secondaires, il y a des effets secondaires et le séjour il est court et la solution il est aussi prête au même titre que la réhydratation par voie orale. Et puis enfin, et au dernier recours, c'est la réhydratation intraveineuse. Il ne faut pas se précipiter parce que ça coûte cher et parce que ça comporte des effets secondaires. Donc il faut la réserver vraiment à des situations bien particulières, situations de choc, de troubles de conscience, d'acidose grave, de distension abdominale et ileus ou des vomissements persistants. Voilà donc la thérapie orale. Il y avait, on a dit, l'eau et les sels, mais il y a toujours dans la thérapie orale, il y a aussi, on a ajouté du glucose. Il a un effet énergétique, mais aussi le glucose, l'absorption du glucose entraîne avec elle le sodium. Donc c'est une façon de booster la réabsorption de sodium dont le corps de ce nourrisson a besoin. Et puis au début, il y avait une différence entre les sels de réhydratation orale de l'OMS, ce qu'on voyait ici donc, au niveau du ministère de la Santé distribué dans tous les dispensaires, et une différence entre les sels de réhydratation orale, par exemple, qui sont vendus en Europe. Donc il y avait une différence dans le dosage, mais après, actuellement, on est revenu sur ça, donc il y a des sels de réhydratation qui ont la même constitution, aussi bien en Europe que partout dans le monde. Voilà, donc je ne vais pas vous... en ce qui concerne la quantité administrée, ça, les gens qui sont dans les dispensaires, ils ont l'habitude, hein, c'est administrer toutes les 4 premières heures. C'est-à-dire qu'au niveau du ministère, on a même facilité la tâche pour les mères et on a parlé en verre à thé, c'est-à-dire 2 à 4, c'est-à-dire selon l'âge. Vous voyez qu'il y a des quantités en fonction du poids, mais en bas, il y a des quantités en verre à thé pour faciliter aux mères qui ont des difficultés à administrer les sels de réhydratation orale. Il y a beaucoup d'articles parus qui privilégient la voie orale sur la voie intraveineuse. La même chose pour les consensus et les recommandations qui émanent de la Société européenne de gastroentérologie. Ils disent qu'il faut toujours privilégier la voie orale pour éviter les complications. Donc, la voie veineuse, on est parfois devant un choc, on est amené à le faire, et il faut le faire, et il faut prendre une voie veineuse, pratiquer un ionogramme sanguin, et surtout, au début, il faut administrer les premières quantités donc, de sérum physiologique, et puis après, on répartit le reste sur 24 heures. Sur 24 heures, parfois, le choc est tellement hypovolémique et très important qu'on n'a pas de veine. Et face à l'urgence, on peut même au niveau des services de réanimation, et c'est facile, hein, il suffit d'apprendre, c'est la voie intra-osseuse. On peut utiliser la voie intra-osseuse, elle est aussi efficace que la voie veineuse, voire même mieux parfois. C'est vrai qu'il faut qu'une équipe soit bien entraînée, il faut que le trocard soit disponible, et ça règle
beaucoup de problèmes en cas où la voie veineuse est impossible. C'est un jeune nourrisson, souvent la veine est difficile à détecter, en situation de choc hypovolumique, donc c'est la voie osseuse qu'on peut préconiser dans ces situations-là. Donc, au total, l'apport intraveineux d'entretien, il peut être réparti comme 100 ml par kilo pour les 10 premiers kilos, et 50 mg si l'enfant est âgé de plus et pesé beaucoup plus que 10 kg, 50 ml par kilo et 20 ml par kilo pour les kilos suivants. Donc si on est dans les 10 kg, ça suffit 100 ml par kilo, mais si on a 20, c'est ajouter 50 ml, etc. Voilà donc grosso modo, mais on peut au total dire 120 ml par kilo par jour, répartis en sérum glycosé à 5%, avec tous les électrolytes, ou bien on répartit par tiers, c'est-à-dire le 1 tiers sérum salé, 1 tiers sérum glucosé et 1 tiers sérum bicarbonate. Et puis, sans oublier la correction de l'anatrémie, parce qu'il y a un risque d'œdème cérébral, et selon la formule 125 moins sodium patient fois 0,6 fois le poids. Une réhydratation intraveineuse impose une surveillance. Une surveillance et 2 paramètres, le poids et la diurèse. Alors, si le poids augmente au cours de votre réhydratation intraveineuse et la diurèse reprend, ça veut dire que vous êtes efficace. Si le poids augmente et la diurèse ne reprend pas, attention, peut-être votre enfant est arrivé dans un état tel qu'il y a une nécrose corticale, et méfiez-vous. Ou bien le poids n'augmente pas et la diurèse ne reprend pas, vous devez revoir votre schéma thérapeutique parce que probablement vous êtes insuffisant en ce qui concerne les solutés que vous apportez à votre enfant. À côté de cette réhydratation, j'ai dit que le traitement, la prise en charge essentielle d'une diarrhée aiguë chez un enfant, chez un nourrisson en particulier, c'est la réhydratation, c'est la thérapie orale. Deuxième chose, c'est l'alimentation précoce. Donc il n'est pas question d'aller préconiser des régimes restrictifs, etc. Risque de dénutrition oblige. Donc après l'âge de 6, si le bébé il est sous lait maternel, on n'a rien à changer à l'alimentation. Si le bébé a dépassé 6 mois et il est à l'âge de la diversification, à ce moment, on verra si, par exemple, le nourrisson il est sous formule lactée et si la déshydratation est sévère, on peut proposer des formules de régime, notamment une formule sans lactose, parce qu'on suppose que le lactose va fermenter et va aggraver encore la situation, ou bien une formule hydrolysa, c'est-à-dire pour éviter ou bien seulement passer le cap de ce moment, parce qu'il y a un risque de hyperperméabilité de la muqueuse intestinale. Voilà, donc nourrir, allaiter et puis donner les solutions orales. Troisième volet, que reste-t-il? Donc, est-ce qu'il y a des médicaments pour les gastroentérites du nourrisson et de l'enfant? On va se poser la question par rapport, par exemple, aux inhibiteurs de la motricité intestinale. C'est tout simplement contre-indiqué chez l'enfant. Donc, pas d'inhibiteurs de la motricité intestinale chez l'enfant. Deuxième, c'est les agents intraluminaux. Les agents intraluminaux type diosmectite, donc c'est une action qui est locale, c'est un effet absorbant des toxines. On le réserve beaucoup plus dans les situations où il y a des crampes. Chez un enfant, un grand enfant, avec des crampes, on peut ajouter. Mais attention, si vous prescrivez les diosmectites, il faut les prescrire 2 heures avant ou 2 heures après, parce qu'il y a un risque d'interaction avec les autres médicaments. Ça ne va pas empêcher les médicaments, ça va empêcher les médicaments d'être absorbés, d'être assimilés. Troisième outil médicamenteux sur lequel on peut se poser la question, c'est les antibiotiques. Mais les antibiotiques, en raison de la fréquence des gastroentérites virales, il faut le laisser au dernier recours et où chaque fois que le tableau clinique plaide en faveur d'une cause bactérienne. Alors, les antibiotiques, souvent, sont prescrits de façon un petit peu empirique pour les raisons que j'ai avancées tout à l'heure. J'ai dit que si vous faites des examens complémentaires, à savoir la coproculture, et vous allez voir l'antibiogramme, donc le temps que ça va prendre tous ces examens-là, ça peut dépasser le temps que va durer l'épisode en lui-même. Donc souvent, on est amené en pratique courante, notamment dans vos cabinets, c'est-à-dire à traiter de façon
un petit peu empiriques et il faut analyser est-ce que c'est entérotoxinogène, est-ce que c'est entéro-invasif et surtout l'entéro-invasif qu'il faut traiter par l'antibiotique. Et je vais vous dire... Alors, il y a des situations où l'antibiothérapie est indiscutable. Par exemple, les salmonelloses, notamment sévères, ça ne se discute pas. Les shigelloses, n'en parlons pas. Le Campylobacter jejuni, il est responsable d'une diarrhée prolongée qui peut dépasser les 7 jours et son traitement il est inhabituel, c'est traité par les macrolides. Donc il est intéressant d'en faire le diagnostic de la diarrhée à Campylobacter jejuni chaque fois qu'il y a un épisode qui a dépassé 7 jours. Attention, ça peut être le Campylobacter. Et puis il y a l'Escherichia coli entéro-invasif qui donne un syndrome désentérique, parfois invasif, diarrhée, gléro, sanglante, fébrile. Ça, c'est l'antibiothérapie indiscutable. Mais il y a des situations où c'est discutable de prescrire un antibiotique, notamment dans les situations où la gastroentérite est due à l'Escherichia coli entérotoxinogène. On avait dit qu'il est responsable d'une diarrhée liquide, aqueuse, éphémère. Donc, à la limite, on n'est pas obligé de prescrire une antibiothérapie, sachant les effets secondaires d'une antibiothérapie sur le transit. Le choléra, c'est juste pour vous dire que le choléra, la gravité n'est pas due au germe, mais elle est due à la toxine sécrétée par le germe. Donc vous avez beau donner des antibiotiques, tant que la toxine est là, la symptomatologie est toujours là. Donc c'est un problème beaucoup plus de toxines et pas un problème d'antibiothérapie. Alors, on peut se poser aussi la question, si antibiothérapie il y a, quel antibiotique fallait-il prescrire dans les diarrhées bactériennes, notamment invasives? Alors, quel antibiotique? J'ai dit tout à l'heure que c'est de façon un petit peu empirique. On peut choisir un antibiotique qui a un tropisme intestinal habituel, notamment le cotrimoxazole, dans les diarrhées invasives mais banales. Mais par contre, quand il s'agit d'une salmonellose sévère, c'est l'hospitalisation parfois et c'est les céphalosporines troisième génération, notamment la cétriaxone. Et puis, il y a des diarrhées qui se prolongent et qui durent au-delà de 7 jours. Et là, on peut suspecter et qui peut-être n'ont pas cédé sous cotrimoxazole, et on peut suspecter le rare Campylobacter jejuni, qu'on peut proposer un macrolide dans ce cas-là. Mais chaque fois que le tableau est en faveur d'une parasitose, notamment une diarrhée sanglante apéritique, c'est bientôt fini, il ne reste que l'algorithme. Ok, merci. Très bien. Donc, le métronidazole, donc c'est parasitose intestinale. On peut même aujourd'hui, on parle d'autres thérapies, notamment les probiotiques. Et il y a plusieurs probiotiques, lactobacille, Saccharomyces boulardii, Bacillus clausii, parce que tout simplement, toutes les méta-analyses faites chez l'enfant, il y avait 9 méta-analyses d'études réalisées dans ce sens, elles ont confirmé que le probiotique, il peut avoir une action sur la durée de l'épisode et sur la fréquence des selles, mais il n'agit pas sur le débit. Il y a aussi les antisécrétoires intestinaux et pas gastriques, c'est le racicatodril, qui peuvent aussi, par inhibition de l'encéphalinase, cette encéphalinase qui va inhiber l'encéphaline qui répond de l'hypersécrétion, donc il va diminuer la sécrétion hydrolytique par réduction du début de la diarrhée. Voilà, je termine, c'est la dernière plaque, Madame la Présidente. Donc devant une diarrhée aiguë, le traitement de fond, c'est de donner les sels de réhydratation orale, c'est la thérapie orale et garder une alimentation normale, pas de régime superflu chez un nourrisson. Et à partir de là, on va analyser. S'il s'agit d'une diarrhée gléro-sanglante, donc d'origine invasive, syndrome désentérique, etc., s'il est fébrile, alors s'il est fébrile, on donne. S'il est fébrile, donc on peut proposer le cotrimoxazole, et si tout va bien, tant mieux. Alors, s'il n'y a pas d'amélioration et la diarrhée persiste au-delà du 7e jour, on peut, et on est en droit de suspecter le Campylobacter jejuni, on peut prescrire un macrolide. Si la diarrhée est apéritique, elle est gléro-sanglante et elle est apéritique, ça peut être une parasitose, et à ce moment-là, il faut proposer du métronidazole. Si la diarrhée est aqueuse, liquide, rappelez-vous, c'est essentiellement viral chez le nourrisson, surtout si ça s'accompagne de vomissements incoercibles, et ça, c'est le virus, c'est le rotavirus. Mais il y a aussi la diarrhée aqueuse liquide qui peut exprimer l'infection par l'Escherichia coli
toxinogène. Et là, on peut ne pas traiter par antibiotiques, hein, on a le choix selon la gravité, mais en général, on ne traite pas parce que c'est en général des diarrhées éphémères. Et donc tout ça, on peut être amené à prescrire un traitement d'appoint pour les raisons que j'ai citées tout à l'heure, un probiotique pour réduire la durée, parce que les méta-analyses l'ont dit, hein, il est même dans les recommandations, et un antisécrétoire. Le voilà, le schéma. Voilà. Et là, donc il faut le dérouler. Excusez-moi, madame professeure Alaoui. C'est un mock. Ça. Voilà. Voilà. Ça se termine bien. Hein. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, cher professeur, pour cette présentation explicite et excellente. On a le droit peut-être à une ou à deux questions. Madame. Enfin, madame. Alors, merci tout d'abord aux membres organisateurs du Forum national des médecins généralistes pour leur invitation et pour le congrès qui s'annonce déjà très bien. Merci à professeur Abkari pour sa présentation qui nous a expliqué beaucoup de choses. S'il vous plaît, professeur, j'ai deux questions, si vous permettez. Pour l'intolérance au lactose causée par l'infection par rotavirus, alors vous avez dit qu'elle est réversible. Sinon, est-ce qu'elle peut persister parfois après l'infection? Car ça altère, vous avez dit, l'absorption intestinale. Est-ce qu'elle peut persister après l'infection? Du moment que la diarrhée du rotavirus, vous avez dit qu'elle est sécrétoire, je ne vois pas vraiment le mécanisme de l'installation de cette intolérance. Et j'ai une deuxième question, si vous permettez. Alors, c'est pour l'intolérance au gluten. Est-ce qu'elle peut, elle aussi, être transitoire? Merci. Merci pour ces questions pertinentes. La première, c'est par rapport à l'intolérance au lactose éphémère citée comme complication tardive d'une gastroentérite. Alors, comme j'ai précisé, c'est beaucoup plus l'apanage de jeunes nourrissons de moins de 3 mois victimes de gastroentérite sévère. Pourquoi? Parce que dans les gastroentérites sévères, il y a un certain degré d'atrophie villositaire. Et comme vous le savez, l'intestin grêle, il n'a pas seulement un rôle d'absorption, mais il a aussi un rôle de digestion. Je m'explique. Dans la bordure en brosse, le pôle de l'entérocyte, si vous vous rappelez, il y a des disaccharidases, des enzymes enchâssées dans la bordure en brosse, qui vont scinder les disaccharides, arriver intacts et qui ont échappé à la digestion pancréatique au niveau du duodénum. Alors s'ils arrivent et ils trouvent qu'il y a un certain degré d'atrophie, l'atrophie, il emporte avec elle les disaccharidases. Et les disaccharides qui arrivent ne trouvent pas preneur. Donc ils vont arriver intacts au niveau du côlon. Quel est le preneur cette fois-ci? C'est les bactéries de notre microbiote. Et ils vont en faire une fermentation, production de gaz et production d'acide, etc. Laquelle fermentation et production de gaz, il n'est pas la bienvenue dans ces situations-là, déjà avec diarrhée. D'accord? Donc l'acidification accélère le transit, il va aggraver encore le transit. Ça, c'est les jeunes nourrissons. Et c'est une intolérance qui est éphémère. Donc une fois l'épisode est passé, il y a une reconstruction des villosités et on n'a plus ce problème-là. Donc ce n'est pas une intolérance permanente. Et deuxième chose, l'intolérance au gluten, vous m'avez dit, est-ce qu'il y a des formes éphémères? Oui, la pathologie du gluten comporte, si Madame la Présidente le permet, le temps, hein, il y a 3 situations dans la pathologie du gluten. Il y a l'allergie vraie au gluten, elle est rare, surtout l'apanage du nourrisson, à l'occasion de la diversification alimentaire. C'est une allergie
non IgE midi ou IgE midi. En tout cas, elle est explosive, diarrhée, vomissement, urticaire parfois, mais c'est une allergie qui est éphémère. Ça veut dire que dans le temps, il y a une tolérance qui s'installe, à l'instar de l'allergie aux protéines de lait de vache. Mais par contre, la maladie cœliaque, qui est le deuxième aspect de la pathologie du gluten, ou l'intolérance au gluten, c'est un mécanisme à part. Il n'est ni IgE médié, ni non IgE médié. C'est une physiopathologie. Le temps ne le permet pas pour en parler, mais c'est permanent toute la vie, une fois l'intolérance au gluten est diagnostiquée. Troisième aspect de la pathologie du gluten, il y a la sensibilité au gluten. Ce n'est pas une allergie, ce n'est pas une intolérance, mais c'est des gens qui ont commencé, qui ont des troubles digestifs type syndrome de l'intestin irritable et qui ont commencé à suivre un régime sans gluten et ils se sentaient bien. Donc peut-être les jours à venir vont nous éclaircir sur le mécanisme de sa sensibilité au gluten. Voilà la pathologie du gluten. Merci. Au nom de tous les médecins ici présents et au nom des membres médecins du Forum national de médecins, on tient à remercier le professeur Abkari et à lui offrir ce modeste présent.